Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 30 mars 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné la position exécutive du déménagement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative. Ceci lors de la réunion tenue hier au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale en présence d'un nombre de ministres. Les détails dans ce compte rendu signé Salih Ahmed et Aishal. Mercredi au siège du quartier gouvernemental à la nouvelle capitale administrative, le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné la position exécutive du déménagement du gouvernement. M. Madbouli a ordonné de livrer rapidement les logements alloués aux employés qui devront transférer dans la première phase dans les logements de Sakan Masr à la cité Badr, à condition que la livraison ait lieu dans un délai d'1 mois, et également donné ses directives de l'achèvement rapide de la deuxième phase du projet et le début des procédures d'attribution pour les employés. Le porte-parole du conseil ministériel, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que la réunion a de même porté sur un certain nombre d'arrangements liés au déménagement des ministères vers la nouvelle capitale au sein des autorités de la première phase et des procédures de décaissement décidées pour les employés, ainsi que la position de l'application de chacun des systèmes d'automatisation des salaires et traitement, la signature électronique des employés, et ceci dans le cadre des efforts de l'État pour atteindre les objectifs de la transformation numérique. La position exécutive de l'infrastructure du secteur des télécommunications dans les ministères et les bâtiments gouvernementaux de la nouvelle capitale administrative a aussi été examinée. Et de retour, chers téléspectateurs, avec toujours ce même sujet de transfert du gouvernement vers les ministères, les différents ministères vers la nouvelle capitale administrative. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie, pour en discuter plus. Dr Raouf, bonjour. Bonjour, Samer. Alors, quand on parle de ce transfert des ministères vers la nouvelle capitale administrative, ce n'est pas tout simplement un transfert, je dirais, géographique, mais c'est également une modernisation des services offerts aux citoyens, n'est-ce pas? Absolument. Nous savons que cette nouvelle ville va représenter la dernière et plus moderne génération. Oui. C'est une ville propre, c'est une ville numérique qui représente, comme je viens de dire, la génération la plus moderne. Et c'est pour ça que, comme vous dites, on commence par les différents ministères. C'est un système tout nouveau, c'est-à-dire les services seront offerts et présentés de différentes manières. Même les employés, je pense qu'ils sont très bien entraînés au nouveau système pour réduire le temps, pour réduire l'effort, etc. Donc ça, c'est un pas important et nous allons voir que ça va donner exemple pour les autres institutions, banques, non gouvernementales, etc., pour déménager eux encore et commencer le travail dans la nouvelle. Parfait. Et certainement, ce transfert il y aura toujours les branches des ministères dans différents gouvernorats, mais le fait d'avoir ou de transférer les ministères, leur quartier général vers la nouvelle capitale administrative va augmenter, je dirais, la fluidité des ordres et des directives et également la vitesse des services offerts aux citoyens. Absolument. C'est-à-dire, ça sera un exemple à suivre. Je suis certain qu'une fois que ça travaille là-bas,
ça sera répété dans les autres villes qui sont en voie de construction pour avoir des villes, comme je viens de dire, modernisées, des villes numériques, et pour que le service présenté soit de premier ordre, et ça vise tout vers le mieux du citoyen égyptien, absolument. Et pas seulement ça, mais j'ai entendu qu'encore il y aura les logements nécessaires pour les employés qui vont déménager là-bas. Ça, c'est encore quelque chose de très important. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, merci de votre explication. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les assauts menés par les forces armées israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée également se sont poursuivis avec une fréquence accrue pendant le Ramadan, confirme plutôt des sources palestiniennes. Mardi, l'armée israélienne a arrêté 13 citoyens qui venaient de différentes parties de la Cisjordanie. Par ailleurs, et pour le 4e jour consécutif, elle continue de resserrer son emprise sur la ville de Hawara, au sud de Naplouse. Le secrétaire du Fatah à Hawara fait savoir que l'armée israélienne a déployé un grand nombre de ses soldats dans la rue principale, installant plusieurs barrières et s'efforçant de dévier le trafic vers des rues secondaires à l'intérieur de la ville. Selon des témoins, l'armée israélienne aurait transformé plusieurs maisons le long de la rue principale du centre de Hawara en caserne militaire. Un militant de droits de l'homme à Naplouse a affirmé que la situation sécuritaire autour de Naplouse est effrayante. Des bulldozers israéliens ont démoli 3 installations agricoles dans le désert d'Al-Sawahra à l'est de Jérusalem et une installation commerciale de Deir Balout à l'ouest de Salfit. Le gouverneur de cette ville affirme que la politique de démolition des maisons et des installations par les autorités israéliennes dans sa ville est une pratique particulièrement inhumaine. Des milices de colons ont lancé une attaque à grande échelle contre Hawara au sud de Naplouse. Le secrétaire général de la Fédération générale des syndicats palestiniens a remis à la commission d'enquête de l'Organisation internationale du travail un rapport annuel sur les violations contre les travailleurs palestiniens à l'intérieur d'Israël. Ce document comprend le nombre de travailleurs palestiniens tués par l'armée israélienne, 93 en 2022 et 31 au cours des 2 premiers mois et demi de l'année courante 2023. Et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jassem Mohammed Al-Boudewi, a condamné avec la plus grande fermeté la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par des colons israéliens sous la protection de l'armée de défense d'Israël. M. Al-Boudewi a souligné que cette agression israélienne pendant le Ramadan constituait une escalade dangereuse, une violation flagrante du droit international et du statu quo historique et juridique de Jérusalem et dans ses lieux saints, ainsi qu'une provocation à l'égard des musulmans du monde entier. Le secrétaire général du CCG a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre terme aux violations et à intensifier les efforts pour faire avancer le processus de paix. Il a réaffirmé la position inchangée du CCG qui place la cause palestinienne en tête de ses priorités et appelle à la création d'un État palestinien indépendant le long des lignes frontalières du 4 juin de l'année 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et lors d'une réunion d'une commission parlementaire mixte au Liban, les tensions sont montées en raison de l'incapacité à choisir un nouveau président et des inquiétudes croissantes quant à l'impossibilité d'organiser les élections municipales prévues pour le mois de mai. Le député du mouvement Amal, Raziz Aitar, s'est opposé au député indépendant Melhem Khalaf.
Celui-ci organise un sit-in au Parlement depuis plus de 2 mois pour protester contre l'incapacité des députés à élire un nouveau président. Un autre différend concernant les élections municipales a éclaté entre Sami Jmaïl, chef du parti Al-Kataib, et Ali Hassan Khalil du mouvement Amal. La réunion s'achevant, les disputes se sont poursuivies en marge de celle-ci. La veille, le Premier ministre intérimaire Najib Mikati est revenu sur sa décision impopulaire annoncée la semaine dernière de retarder d'1 mois le début de l'heure d'été afin de permettre à ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan de se reposer 1 heure. Je cite, « Ce qui s'est passé durant la session est choquant », c'est ce qu'a déclaré le député Hadi Aboul Hassan, membre du bloc du Rassemblement démocratique. Le poste de président est vacant depuis que le mandat de Michel Aoun s'est achevé à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Et quelques 828 000 travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance suite au séisme qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie en février. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Les premières données indiquent qu'en Turquie, les séismes ont entraîné une réduction d'activité équivalente au travail d'environ 658 000 personnes, selon une évaluation de cette agence de l'ONU. En Syrie, où 12 années de guerre civile ont déjà fait payer un lourd tribut à l'économie et au marché de travail, environ 170 000 travailleurs ont perdu leur emploi à la suite des tremblements de terre. Sans une aide urgente et ciblée, la pauvreté, l'emploi informel et le travail des enfants risquent d'augmenter, prévient l'OIT. Je cite, « La création d'emplois est essentielle pour une réponse efficace et inclusive à cette catastrophe. » C'est ce qu'a souligné le directeur général de l'OIT dans un communiqué. L'OIT estime que les travailleurs concernés vont subir en moyenne une perte de revenus de plus de 230 $ par mois en Turquie tant que les dysfonctionnements continuent. Les provinces touchées en Turquie comptent plus de 4 millions de travailleurs dont la plupart travaillent dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce ou également d'autres services à faible valeur ajoutée. En Syrie, environ 154 000 ménages, soit au total quelques 750 000 personnes, ont déjà été directement touchées. C'est ce qu'a déclaré le directeur du programme d'action prioritaire Travail décent dans les situations de crise ou d'autre part ou d'après-crise à l'OIT. Environ 35 000 micros, petites et moyennes entreprises ont été touchées, a-t-il ajouté. La semaine dernière, les donateurs internationaux se sont engagés lors d'une conférence à Bruxelles à apporter 7 milliards d'euros d'aide aux populations de la Turquie et de la Syrie affectées par le séisme du 6 février qui a fait plus de 56 000 morts et des dégâts évalués à plus de 100 milliards d'euros. Et nous passons au Yémen où le Conseil présidentiel a promis d'affronter les terroristes Houthis et a appelé à la résistance. Les représentants internationaux ont quant à eux condamné la nouvelle offensive de la milice. Le Conseil présidé par Rachad al-Alimi a déclaré que les dernières attaques des Houthis, principalement à Marib et Shabwa, témoignent du désintérêt de la milice pour la paix. Il a juré d'enrayer sa progression et d'aider les habitants des zones contrôlées par les Houthis à résister à leur domination. Je cite, « Le Conseil exhorte la communauté internationale à reconnaître la gravité de l'escalade terroriste ainsi que la livraison continue d'armes iraniennes supplémentaires aux milices et les conséquences dévastatrices pour la paix et la sécurité dans le monde », c'est ce qu'a déclaré le Conseil. Sans indiquer de précision quant à son mode d'action, il s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts publics et lutter contre les groupes terroristes. Le Conseil présidentiel, composé de 8 membres, subit une pression croissante de la part de l'opinion publique qui réclame des représailles aux attaques des Houthis.
contre les installations pétrolières dans les provinces de Hadramaut et de Chabwa l'année dernière. Les Houthis ont légèrement progressé à Chabwa et à Marib depuis le début de la semaine dernière, ciblant les forces gouvernementales avec des armes lourdes et des drones explosifs. La milice a également tenté d'assassiner le gouverneur de Taiz en attaquant sa voiture avec de l'artillerie et des missiles samedi. Les ambassadeurs occidentaux présents au Yémen ont condamné ces nouvelles attaques et ont appelé les Houthis à la désescalade et à participer aux efforts visant à mettre terme à la guerre. L'ambassadeur britannique a pour sa part déclaré que la milice devait cesser ses actions provocatrices et faire preuve d'un véritable engagement en faveur de la paix au Yémen. Et le Parlement irakien a voté lundi une nouvelle loi électorale qui consacre le retour à de plus grandes circonscriptions et à un mode de scrutin proportionnel de liste par parti. Un communiqué de l'Assemblée indique que la loi a été adoptée sans détailler le décompte des votes. Le Parlement monocaméral est dominé par le cadre de coordination, une alliance de partis chiites dont est issu le Premier ministre Mohammed Shia As-Soudani. Le texte régira les prochaines élections législatives dont la date n'est pas encore fixée, ainsi que les provinciales prévues le 6 novembre, sauf au Kurdistan d'Irak. Dans cette région autonome, les régionales doivent avoir lieu le 18 novembre dans un cadre électoral distinct. La nouvelle loi signe la suppression de 83 circonscriptions électorales existantes. À la place, chacune des 18 provinces constitue une circonscription. Avec cette nouvelle loi, l'Irak retourne par ailleurs à un mode de scrutin proportionnel qui a la réputation de favoriser les plus grands partis. Le député du cadre de coordination, Bahadine Nouri, a salué cette loi car elle va permettre, selon lui, de répartir les sièges en fonction des poids de parti. Pour lui, cela permettra de former un gouvernement plus rapidement et d'éviter les interminables bras de fer qui ont ponctué la période post-électorale en 2021 et 2022. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci de votre attention. Au revoir.